Nous sommes le jeudi 18 avril 2024, ici Danick Julien et votre bulletin d'information régionale Info CJFR. Cette semaine, on parle de travaux qui touchent l'hôtel de ville de Saint-Basile et plusieurs autres sujets avec le maire Guillaume Vézina. Le premier salon de l'installation sceptique de Saint-Raymond a attiré environ 500 personnes ce samedi 13 avril au centre multifonctionnel Roland-Dillon. L'école de musique de Niarcan a lancé le vidéoclip L'hymne à Portneuf, une composition de Jocelyne Couture, on en parle tout à l'heure. Et finalement, on parle avec Jacinthe Drolette et Marie-Charles Nadeau de la table de concertation des aînés de Portneuf. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Des travaux importants sont en cours à Saint-Basile alors que pendant un peu plus d'un an, l'hôtel de ville et la caserne de pompiers subiront d'importantes rénovations. Annoncés en mars, ces travaux ont bel et bien débuté et imposent plusieurs changements à Saint-Basile, comme au niveau du service incendie qui opère temporairement au garage municipal. Pour en parler, mais pour parler également d'autres sujets comme les infrastructures d'eau qui devront changer éventuellement, j'ai discuté avec le maire Guillaume Vézina un peu plus tôt cette semaine. Voici cette entrevue. Alors, il nous rejoint en studio le maire de Saint-Basile, M. Guillaume Vézina. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Danick. Vous allez bien? Très bien, toi? Oui, merci d'être des nôtres. On parle des développements à Saint-Basile. Bon, ça fait justement un petit bout qu'on veut vous parler en studio parce qu'il y a des travaux à Saint-Basile et l'un d'entre eux, qui est assez important, touche autant votre caserne que votre hôtel de ville. C'est quand même des travaux d'envergure là, qui vous touchent. Oui, absolument. C'est des gros travaux. Ça bouge beaucoup là, à Saint-Basile présentement. Les travaux qui sont en cours présentement, c'est les travaux de réaménagement de caserne, mais dans le fond, de construction de caserne puis de réaménagement d'hôtel de ville. Parce que, pour ceux qui connaissent un peu le secteur, on avait une caserne là, qui date là, de 1970 environ, puis qui a seulement 2 portes dans laquelle, je pense que vous n'avez été témoin, oui. Il y avait à peu près un pied tout le tour des camions. Là. Donc, on manquait de place, ça, c'est évident. On avait fait faire une évaluation de nos bâtiments. On se rendait compte qu'on n'avait pas le choix. Il fallait faire quelque chose. Il fallait rénover la caserne ou agrandir ou peu importe. Puis on s'est rendu compte que ce qui revenait le moins cher, c'était vraiment de construire une nouvelle partie pour la caserne. Surtout que c'est subventionné par un programme qui s'appelle le PRACIM à hauteur d'environ 70 %. Donc, on en profitait pour construire une nouvelle caserne. Puis l'ancienne caserne, à ce moment-là, on la rénove pour que ça devienne la salle du conseil. Puis l'ancienne salle du conseil devient des bureaux supplémentaires pour nos employés parce qu'on manquait de place. Là. Et justement, là, vous aviez, on était venu vous voir en mars, oui. Là, il y avait le stationnement. C'est dans cet endroit-là qu'on a grandi. Absolument. Là. Il y a le stationnement existant de l'hôtel de ville du côté de la rue Saint-Georges qui va être, dans le fond, le site des 4 portes de garage de la nouvelle caserne, plus l'emplacement de l'ancien garage que les gens appelaient le garage à M. Pagé, qui a été démoli. Donc, la caserne va prendre cet espace-là. Donc, on coupe des stationnements. Cependant, on en transfère de l'autre côté sur la rue Caron, là, parce qu'on va avoir un petit peu plus de circulation du côté de Caron versus Saint-Georges. Et justement, ici, il y a des citoyens qui veulent venir à l'hôtel de ville ces temps-ci. C'est possible de le faire encore? Oui, présentement. Puis, tu sais, on s'est rendu compte que c'était pas parfait au début. Là. Il y a des gens qui venaient et ils savaient pas trop où s'enligner. On a mis de la...
de la signalisation pour ça, sauf qu'on s'est rendu compte que les réflexes sont durs à changer. Les gens se présentent sur la rue Saint-Georges, mais dans le fond, il faut qu'ils rentrent par la rue Caron. C'est l'ancienne manufacture de jeans, dans le fond. Ouais. On est installé dans les locaux qui étaient souvent occupés par la FADOC dans les dernières années. Donc, les organismes ont accepté gentiment là, d'être relocalisés à d'autres endroits pour libérer l'espace pour que le personnel administratif de la ville s'installe au 2e étage de l'édifice Caron. Donc, les gens qui ont affaire, c'est les mêmes services, tout est encore là. Il suffit de monter au 2e étage. Il y a même un monte personne là, pour un ascenseur, dans le fond, là, pour les personnes qui auraient des problèmes de mobilité. Vous allez tomber directement à la réception en haut des marches, puis les mêmes services sont là. Sauf que nos employés sont tous visibles de leur cubicule, parce que c'est comme ça qu'on est installé. C'est vraiment une installation de fortune temporaire. Puis, normalement, on avait donné 18 mois à l'entrepreneur dans les contrats pour faire les travaux. L'entrepreneur nous a comme envoyé une cédule sur environ 12 mois. Fait qu'on peut espérer là, que mars l'année prochaine, là, on serait peut-être plus en camping là, à l'édifice Caron. Un peu plus vite que prévu. Là, c'est pas plus vite parce que dans le fond, on donne une période, puis c'est à l'entrepreneur des fois de choisir la période où il va faire ses travaux. Je veux pas brûler le punch de personne, là, mais je pense que l'entrepreneur avait même des visées de peut-être faire ça en moins de temps que ça. Sauf que nous, notre vision réaliste, là, c'est au printemps là, qu'on redéménagerait dans nos nouveaux locaux. Et justement, c'est pas les seuls travaux d'envergure que vous avez eus. Bon, en septembre, on s'était vu également du côté de votre garage municipal. Oui. Et justement, ce garage-là est terminé. On l'a agrandi, par contre, comme vous êtes en train de travailler sur votre service incendie, votre caserne, on a déménagé les activités là, de votre caserne là pour le moment, et ça se passe bien? Exactement. Dans le fond, le garage municipal nous a été livré par l'entrepreneur Côté Fils au début de mars, ce qui nous a permis de transférer tout notre service incendie dans le nouveau garage, qui est c'est un beau bâtiment, c'est moderne, on a de l'espace, fait que c'est très, très, très fonctionnel. Le service incendie est aussi fonctionnel qu'avant. Notre délai de réponse, peut-être, qui augmente deux minutes là, pendant cette période-là, parce qu'on n'est pas centré dans le village, donc un déplacement supplémentaire pour nos camions d'incendie, puis pour les pompiers qui viennent prendre l'ouvrage dans le fond au garage, mais sans plus. À part de ça, on est 100% fonctionnel. Même, je dirais qu'on est plus fonctionnel que dans notre caserne qu'on est en train de rénover parce qu'on a beaucoup plus d'espace. Et je veux qu'on parle d'un autre projet qui, ça s'en vient. C'est au niveau de la désinfection de votre eau potable. Pouvez-vous parler un peu de ce projet-là là, qui est en train là, de prendre ampleur, de prendre place? Avec plaisir. Dans le fond, peut-être pour bien comprendre le projet, puis sa nécessité, c'est de comprendre comment on est desservi en aqueduc à Saint-Basile. Dans le fond, à Saint-Basile, il y a 2 aqueducs. Il y en a une première dans le rang Saint-Joseph qui dessert un petit nombre de résidents seulement concentrés dans une partie du rang Saint-Joseph. Et on a l'aqueduc comme principal qui est l'aqueduc du rang Sainte-Anne. Les sources d'eau potable sont situées au nord du rang Sainte-Anne, quasiment aux limites de Sainte-Christine d'Auvergne puis de Saint-Raymond, là, près des lignes électriques ou des endroits où il y a des bleuets et des framboises, là, pour ceux qui connaissent le secteur. Donc, nos sources d'eau sont là. On capte notre eau avec un système de captation inversé, puis l'eau descend par gravité jusqu'à environ à mi-chemin du rang Sainte-Anne, où on a un réservoir qui accumule de l'eau. Et c'est aussi là qu'on a un petit emplacement où on fait de la chloration préventive. Ensuite, cette eau-là continue à descendre vers le village par gravité, puis il y en a une quantité qui est repompée à l'aide de pompes dans le nord du rang Sainte-Anne pour desservir les gens qui sont entre la station de pompage puis les limites de Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, ce qui nous est arrivé en 2010, et là je vais de mémoire, il me semble que c'était en 2018 ou 2019, on a eu un test positif au E. coli dans une de nos 2 sources du rang Sainte-Anne. Puis ça, automatiquement, on a reçu un avis du ministère. Puis le ministère nous a informé du même coup qu'on avait déjà testé en 2012. Okay. Donc, le système du ministère dit que si tu testes 2 fois dans une période de 10 ans, automatiquement, il y a un processus qui s'enclenche qui veut forcer la municipalité à s'installer avec des normes modernes, c'est-à-dire système de désinfection avec des colonnes UV en double, évidemment, au cas où un des 2 systèmes ne fonctionne pas, la télémétrie, le système de chloration actuel. Là, dans le fond, on est installé un petit peu de façon archaïque chez nous. On profitait d'une eau de très bonne qualité, donc on faisait une petite chloration préventive, mais
honnêtement, s'il arriverait quelque chose de grave, on n'est pas installé pour gérer ça. Tandis qu'avec le système qu'on va s'installer là, ben, on va être beaucoup mieux protégé, malgré le fait que tester 2 fois en 10 ans, c'est pas énorme. Puis quand je vous dis tester E. coli, là, ça peut faire peur à des gens, mais on testait nos sources avant chloration. Donc après chloration, là, on est encore conforme. Fait que c'est un projet qui nous est forcé un peu par le ministère, mais d'un autre côté, le ministère nous subventionne, puis c'est un projet qui va aller chercher dans les 90 à 95 % de subvention du ministère, normalement. On est en appel d'offres depuis environ 1 mois. On ouvre aujourd'hui les appels d'offres, donc les appels d'offres devraient être... Les montants des appels d'offres devraient être connus à la séance du conseil à journée là, de lundi prochain. Là. Puis c'est un projet qui devrait tourner dans les alentours d'un 5 à 5,5 millions à peu près, selon les estimés. Reste à voir ce qui va sortir aux appels d'offres. Quand on a des genres de projets comme ça, quand on est au moment de l'ouverture des appels d'offres jusqu'à la réalisation du projet, c'est quoi le délai? Ça ressemble à quoi normalement? Bah, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de comment de soumissionnaires qu'on va avoir. Ça va dépendre aussi de la conformité des soumissionnaires. Nous, dans le meilleur des mondes, on aimerait ça commencer tout de suite à l'automne. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des équipements qui sont plus longs à obtenir? Là? Des fois, ça arrive au niveau mécanique. On a eu des exemples comme ça pour le garage, là, au niveau électrique, mécanique. Des fois, il y a des délais on en prend connaissance au moment où les commandes se passent. Donc, dans le meilleur des mondes, à l'automne. Sinon, j'imagine au printemps là, 2025. Guillaume Vézina, maire de Saint-Basile, il y a évidemment d'autres développements sur le territoire de votre municipalité qui ne sont pas 100% liés avec la ville. On peut penser à la garderie qui est en train de se construire. Ça aussi, c'est d'autres projets qui vous encouragent quand même. Là, ben oui, puis c'est un projet, même si c'est pas notre projet, c'est un projet qu'on l'a travaillé pas mal avec notre député. Ça a pris du temps, ça a pris quasiment 3 ans, sauf qu'on focus sur le résultat. Comme on dit, on va l'avoir notre garderie. On avait eu 39 places subventionnées, plus une subvention pour la construction d'un vrai CPE. Ce que la Ville avait fait là-dedans, c'est que la Ville, dans le fond, si on recule un petit peu, c'était déposé de façon conjointe, mais guidé par le CPE, un projet qui risquait d'avoir l'aval du ministère de la Famille. Ce qu'on a fait conjointement avec le CPE, le Kangourou. Puis, le but était de présenter un projet attrayant, donc un terrain situé en nature, de présenter un projet de garderie nature. Puis, ça a scoré, comme on dit, au ministère. Donc, on a eu le OK. À partir de ce moment-là, on a dit, OK, on a un terrain à donner, sauf que ce terrain-là n'était pas desservi encore par une route. Donc, il a fallu faire un petit bout de route pour se rendre au terrain. L'avantage de ça, c'est qu'on donnait un terrain qui n'était pas dans un secteur résidentiel. Donc, la Ville ne venait pas perdre des revenus de taxes futurs. On donnait un terrain qui appartenait déjà à la Ville, donc qui ne coûtait rien. Sauf qu'en contrepartie, il fallait que la Ville investisse pour faire la construction de la petite partie de rue qu'il y a là. Puis, on est présentement dans nos redditions de comptes là, de différentes subventions. On va probablement être capable d'affecter une partie de la tech qu'on appelle. Donc, une partie de subvention là-dessus. Donc, ça fait un projet qui est intéressant et qui est quand même pas énorme là, au niveau financier versus ce que ça va rendre à la population comme service. Puis en plus, le coup d'œil devrait être magnifique pour cette garderie-là qui va surplomber un petit peu le centre nature avec une vue là, du côté sud ou fin de journée là, pour voir le coucher de soleil. Monsieur Vézina, je sais qu'on avait d'autres dossiers dont on voulait discuter, mais là, je vois le temps a filé. Donc, ça va être peut-être l'occasion de vous réinviter un peu plus tard pour une future entrevue. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci, M. Julien. Et évidemment, là, on va suivre l'actualité de Saint-Basile avec grand intérêt. Merci. Merci à vous. L'École de musique Denis Arcand de Deschambault-Gondine a lancé ce samedi 13 avril l'hymne à la région de Portneuf, un projet qui a nécessité l'implication de 26 musiciens dans une pièce qui met en valeur la région de Portneuf. Celle-ci a été composée par Jocelyne Couture et les musiciens sont issus des élèves et des professeurs de l'École de musique Denis Arcand. Dans le court documentaire qui a été réalisé pour expliquer la création de la pièce, le directeur de l'École de musique Denis Arcand expliquait que l'un des buts du projet est d'unir le plus de personnes possible. On entend donc M. Métivier.
Alors, vous venez d'entendre un extrait de la pièce. Un atelier d'écriture musicale avait été réalisé pour outiller les intéressés à réaliser le projet. Et c'est après un second atelier d'écriture que, justement, la pièce de Madame Couture a été choisie. Nicolas Métivier, le directeur de l'École de musique de Niarka, avait quelque chose à dire avec le processus. On l'entend maintenant. Le projet qu'on a fait cette année, l'Hymne de la région de Portneuf, c'est un peu la suite de l'an passé, dans le sens qu'on a fait une composition de Martin Lizotte, compositeur de Chambault. Puis l'idée, c'était d'enregistrer une musique qui est transposée en capsule vidéo. La musique est enregistrée par les professeurs puis par des élèves. Mais c'est surtout des élèves parce qu'on est à l'école de musique. Le but cette année, c'est d'enregistrer une composition faite par une élève. C'est le but d'unir tout le monde, le but de faire un projet collectif. C'est ça qui fait, je pense, la différence pour nous, notre mission. L'école de musique, c'est très important d'enseigner en privé. Des projets de groupe qui font vraiment du sens. Puis les projets de groupe, on ne peut pas aller chercher ça ailleurs que dans une école de musique, là. Je ne s'attendait pas à l'ampleur que le projet allait prendre. Et justement, c'est M. François Sanson qui a réalisé les arrangements orchestraux, donc la direction orchestrale. La captation audio, elle, a été effectuée par Michel Banville et Christian Mathieu Fournier s'est occupé de la captation vidéo. Vous pouvez trouver la pièce, mais aussi le documentaire sur les réseaux sociaux de l'École de musique Denis Arcan de Deschambault. Un nouveau feu clignotant pour favoriser le passage des piétons sur la rue Saint-Joseph à l'intersection de la rue Maxime a été installé à Saint-Raymond par le ministère des Transports. Ce genre de feu clignotant sert à garantir la sécurité des piétons lorsqu'ils traversent une intersection qui est passante comme la rue Saint-Joseph, qui est une rue numérotée du ministère. D'ailleurs, elle est à proximité d'une école, donc c'est une des raisons pourquoi on a choisi cette location-là, dont deux autres dans Portneuf pour ce genre d'installation. Voici ce que Vincent Caron avait à dire lundi matin. Puisqu'on parle de sécurité de nos piétons, et c'est toujours important de déployer tous les moyens qui sont nécessaires pour s'assurer que le moins possible d'accidents puissent arriver. En fait, dans la région de la capitale nationale, peu de projets ont été retenus pour être aménagés comme ceci. Le ministère a fait un inventaire de toute la région de la capitale nationale et 3 projets ont été ciblés ici dans Portneuf, celui dont on parle ce matin, un autre à Pont-Rouge et un autre à Neuville. M. Caron a d'ailleurs relevé que souvent, les automobilistes n'ont pas l'habitude de laisser les piétons traverser lorsque ceux-ci signifient vouloir le faire. Ce passage avec les clignotants servira donc à sensibiliser les automobilistes, selon lui. Voici ce qu'il avait à dire. On a tendance un peu à oublier en tant qu'automobiliste que dès lors qu'un piéton s'approche et signifie un intérêt pour traverser la route, eh bien il devient bien entendu prioritaire. Donc le fait d'ajouter ces feux clignotants qui vont être activés par ce petit bouton poussoir. Pour le moment, le passage entre le centre multifonctionnel de Saint-Raymond et la caisse Desjardins n'est pas peint au sol, mais ça ne tardera pas, au dire de M. Caron, comme le ministère qui fera des travaux de nuit, attend que la nuit, il fasse au minimum 10 degrés pour pouvoir compléter ces travaux. Le maire de Saint-Raymond s'est réjoui, lui, de l'ajout. Cependant, il est d'avis qu'il faudra de la sensibilisation pour changer les habitudes des automobilistes en bordure de ces passages. On l'entend. Quand vous allez avoir un client, ça va inciter le monde à arrêter. La problématique, d'après moi, c'est quand on ne fera pas marcher le clignotant puis qu'on va vouloir traverser. Les gens sont supposés arrêter pareil. Et que là, les automobilistes se disent, bien là, le flash ne marche pas, j'ai le droit de passer. On sait qu'il y a eu des événements à enchaîner par rapport à ça. Fait qu'il va falloir faire, je pense, beaucoup d'informations aux citoyens par rapport à ça. Pour le reste, merci. C'est un équipement qu'on avait besoin ici. C'est proche des écoles. La 365, c'est une route où les vannes passent encore. On aimerait bien que les vannes passent ailleurs qu'ici dans le village. Mais ça, on est en discussion avec l'MTQ. Donc, merci beaucoup de l'événement. Merci beaucoup de l'infrastructure. Et on espère que ça va fonctionner. Le représentant du ministère des Transports, Maxime Côté, a d'ailleurs expliqué pourquoi les travaux avaient été effectués à cet endroit exactement. On l'entend.
C'est environ 8000 véhicules jour qui circulent sur cet axe routier-là ici. En termes de piétons, je n'ai pas le nombre de piétons là, qui peut être susceptible d'utiliser la traverse quotidiennement. Mais c'est ici, entre autres, le site a été retenu principalement encore en raison du fort débit routier. Donc, M. Caron mentionnait là, les critères, que ce soit la vitesse affichée, que ce soit le débit routier ou la largeur de traversée. Ce site ici, c'était majoritairement le débit routier important qui a justifié l'aménagement de la traverse. Au retour de la pause, il sera question du salon de l'installation septique qui a eu lieu en fin de semaine à Saint-Raymond et un peu plus tard, on a une entrevue de prévue. Restez des nôtres. La deuxième saison de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est officiellement commencée. Ben oui, Kéliane, jusqu'au 6 mai 2024, les Verts, les Bleus et les Jaunes vont s'affronter ici au Cinéma Alouette. Oui, c'est à tous les lundis à 19h et les portes vont ouvrir à 18h30. Ah, t'as oublié de dire que c'était gratuit ce coup-là. Sérieux Jean-François, t'es vraiment pas d'allure. Faut vraiment pas. Ben oui. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Au Québec, il y a presque 300 000 chasseurs et tout près de 700 000 pêcheurs. Leur activité entretient tout près de 28 000 emplois. C'est pas rien, ça. Je m'appelle Samuel Gendron et je vais vous en parler en 2024 avec ma nouvelle émission Chasse et pêche dans la peau. Des entrevues, des reportages, de l'information sur la biologie des animaux. Attendez-vous à des découvertes. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelle pour moi! Mais moins de poubelle. Moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte. Exact. Ça, c'est bien dit. Le salon de l'installation septique s'est tenu ce samedi 13 avril à Saint-Raymond pour informer les citoyens quant aux démarches qu'il faut entreprendre pour entretenir, acquérir ou changer une fosse septique. Une vingtaine d'exposants étaient sur place pour outiller la population. Voici le reportage que j'ai réalisé. Le premier salon de l'installation septique s'est tenu à Saint-Raymond-de-Portneuf au centre multifonctionnel Roland-Dion ce samedi 13 avril, alors qu'environ 500 personnes sont venues profiter des conseils des nombreux intervenants sur place. Il faut savoir qu'il y a plus de 3500 fosses septiques sur le territoire de Saint-Raymond qui est parsemé d'habitations en bordure de lacs et de rivières. La ville a procédé à la caractérisation dernièrement des installations septiques de son territoire et de ce fait, plusieurs propriétaires devront changer d'installation septique. Selon le maire Claude Duplain, c'est pour outiller la population dans ces changements que la ville a pris l'initiative de tenir ce salon. Le voici. C'est une idée qui est venue de Sabrina d'organiser ce salon-là. C'est une idée extraordinaire. On pensait jamais qu'il y aurait du monde là même. Quand elle nous a parlé de ça, on a dit oui tout de suite parce qu'on sait qu'on a 3500 fosses septiques. Pour au fur et à mesure que Sabrina est en train d'élaborer le projet du salon, on trouvait ça intéressant. Et même nous, on se convainquait qu'il prenait un salon de fosses septiques. Vous savez, on a caractérisé beaucoup de fosses septiques à Saint-Raymond. Premièrement, il y a des fosses qui sont à changer. Le monde ne savent pas que le fosse est polluante. Le monde ne savent pas comment l'entretenir souvent. Le monde ne savent pas qui on va voir, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pour un citoyen, le changement d'une installation septique peut nécessiter l'aide de plusieurs professionnels œuvrant dans des domaines différents. Sabrina Trudel, l'organisatrice du salon, explique les genres d'informations qui pouvaient être transmises aux citoyens lors du salon. Oui, en fait, la personne qui veut remplacer son installation septique va retrouver à l'intérieur tous les intervenants qui doit consulter. Donc, la personne doit faire un test de sol. Il y a des consultants ici qui pourront faire des tests de sol pour eux. Il y a les excavateurs aussi qui peuvent travailler sur leur installation septique. Et il y a des fabricants de produits d'installation septique. Là, on parle des fabricants qu'on voit pas souvent, mais ils sont là pour expliquer leurs produits, puis d'essayer de démystifier tout ça aussi. Puis on a des personnes il y a certaines personnes qui doivent changer remplacer leur puits d'eau potable. Donc les entrepreneurs en puits d'eau potable sont là.
Il y a la Régie verte aussi qui est là pour expliquer c'est quoi le processus d'un traitement de boue de fosse septique. Parce qu'avec la vidange, les gens viennent chercher de l'information à ce sujet-là aussi. Puis expliquer aussi comment ça fonctionne une vidange de fosse septique. Donc la personne vient ici, elle peut s'informer aussi, une vision d'avenir. Dans 10-15 ans, elle veut changer sa fosse, mais elle va commencer à y penser tout de suite. Une installation d'une valeur de plus de 1500 $ était d'ailleurs à gagner pour les visiteurs. C'est la cimenterie Genet, membre du groupe BPA, qui était à l'origine du tirage. Voici Philippe Desrosiers, directeur des ventes au sein du groupe BPA, concernant ce type d'installation. Exactement. Dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est vraiment une fosse septique le plus standard pour le traitement des eaux usées, évidemment. Donc, le but premier de la fosse septique ici, c'est de capter tout ce qui est solide qui sort de la résidence, évidemment. Une fosse septique comme ça, elle est séparée en deux, façon 2 tiers, 1 tiers pour récupérer les solides. Et puis, c'est une fosse qui doit être vidangée aux 2 ans quand c'est une résidence qui est principale et aux 4 ans quand c'est une résidence qui est secondaire. Et typiquement, disons dans la province de Québec, une installation septique a une durée de vie entre 20 et 25 ans. Typiquement ici, dans le coin de Portneuf, vu qu'on est dans le sable, ça peut aller au-delà de ça. Donc, je vous dirais que si les gens qui ont ça installé chez eux, qui font attention puis qui vont utiliser le guide des bonnes pratiques, si on veut, ça peut durer dans le temps une quarantaine d'années jusqu'à là. Parmi les intervenants sur place, l'organisme de bassin versant, la CAPSA, était aussi présente pour parler des aspects environnementaux qui entourent les installations septiques, mais aussi l'eau potable. Marie Moulin, ingénieure forestière et biologiste, nous expliquait que la qualité des installations septiques pouvait avoir des impacts sur l'eau potable qui provient des sources d'eau privée. La voici. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la sensibilisation auprès des personnes, parce que souvent les personnes qui ont des fosses septiques ont des puits privés, donc on les sensibilise à l'impact qu'ils peuvent avoir sur les eaux souterraines et sur l'eau potable en bout de ligne. Des fois, les personnes, ils me questionnent par rapport à leur type de puits, s'ils sont vraiment proches de la surface ou les personnes qui ont des puits vraiment en profondeur. Des fois, ils se sentent à l'abri de toutes les contaminations, donc ils me demandent si c'est vraiment le cas. Par rapport à leur situation, ils me questionnent. Marie Moulin rappelle que le ministère recommande aux propriétaires des puits privés de faire tester leur eau au minimum 2 fois par année. La Régie verte de Portneuf était également sur place pour expliquer à la population comment ils gèrent les résidus de fosses septiques. Voici Anne-Marie Giroux. Alors, on est présent aujourd'hui pour expliquer aux gens comment on gère les boues de fosses septiques. Donc, rendu au site d'enfouissement, comment on traite les eaux justement provenant des boues de fosses septiques. Mais en amont de ça, au combien de temps qu'on va chez les gens, c'est des résidences principales, secondaires, les services qu'offre la Régie aussi pour les résidents de Portneuf. La majorité des exposants avec qui nous avons parlé ont trouvé très pertinente l'idée du salon d'installation septique. Voici d'ailleurs, en terminant, Stéphane Dion de l'entreprise Les Techniques de l'eau. Oui, le monde qui sont venus aujourd'hui avait des questions spécifiques liées à des problèmes de rendement de puits. Des fractures qui étaient moins productives dans le roc ou des puits de surface qui avaient des remontées de sable. Oui, j'ai eu des questions spécifiques. Oui, très pertinent aujourd'hui parce que j'ai eu des questions sur les distances à respecter. Oui, j'ai trouvé que c'était approprié. Le festival Secousse de Donnacona a annoncé la programmation de sa 2e édition qui se tiendra du 18 au 20 juillet prochain. Il s'agit d'un festival organisé par la brasserie La Fosse où il sera possible pour les festivaliers de découvrir plusieurs sortes de bières artisanales du Québec, en plus de profiter d'une programmation musicale tout aussi remplie de saveurs. De ce fait, il y aura donc une quinzaine de microbrasseries sur place, 3 spectacles d'humour, 4 de musique. C'est dans le parc de Donnacona que se tiendra le festival qui accueillera entre autres Jérôme 50. Également, le groupe portneuvois Carotté, le groupe Bless qui se spécialise dans les chansons pop des années 2000, le DJ Michael Louis, ainsi que Mirochino, un artiste musical de la relève. Du côté humoristique, il y a Richardson Zephyr, qui est reconnu notamment pour sa victoire lors de la première saison de LOL Québec. Également Magali Saint-Vincent, une humoriste de la relève, qui a fait ses premières armes sur le web lors de la pandémie. Et finalement, il y aura aussi Jean-Philippe Gay, qui est actif depuis maintenant 6 ans.
Selon le site web du festival, Secousse, ce n'est pas juste un nom, mais c'est aussi une mission, donc faire vibrer Donnacona et laisser une trace permanente dans la communauté. Il est possible d'acheter les billets pour les dates qui vous intéressent ou encore pour profiter d'un passeport pour les 3 jours de festival. Le Moulin Marcoux a plusieurs spectacles également ce printemps et l'un d'entre eux se tient ce soir alors que Daniel Grenier, membre fondateur des Chicken Swell, sera sur place pour son spectacle à saveur d'humour. Demain, le 19 avril, Sarah Dufour chauffera les planches du Moulin alors que l'auteure-compositrice interprète déjà 2 albums et un EP à son actif. Elle a joué sur la majorité des grandes scènes du Québec. Le 27 avril prochain, 2 artistes partagent la scène, soit Rosalie Ayotte, qui s'est fait remarquer dans l'émission Star Academy, et Jordan, une pianiste qui offre un spectacle introspectif, mais aussi dynamique. Finalement, le 3 mai prochain, c'est Beatles Studio, 6 musiciens qui, donc, rendent hommage à l'œuvre titanesque des Beatles en offrant une prestation qui capture l'essence de leurs grands albums. Cet été, le Camp Portneuf va ajouter une nouveauté à sa programmation pour les jeunes qui souhaitent apprendre le yoga et la planche à pagaie. Le programme Yoga et Paddleboard est offert aux jeunes âgés entre 10 et 14 ans. Il s'agit d'une véritable expérience de développement à la fois sur la terre et sur l'eau pour les adolescents, proposé par Yogi Nomad. Ce programme comprend des séances quotidiennes de yoga vécues de manière ludique et intelligente afin de favoriser l'intégration des postures clés. Les jeunes auront l'occasion de s'initier à la méditation, d'apprendre des techniques de gestion de stress et de l'anxiété, ainsi que participer à des ateliers créatifs. De plus, les participants seront initiés au paddleboard et apprendront les techniques de ce sport. Andréane Rochette, professeure de yoga et de planche à pagaie, fondatrice de Yogi Nomad, accompagnera les jeunes tout au long de cette semaine. L'activité se tiendra dans 2 semaines consécutives, donc une du 1er au 5 juillet et l'autre du 5 au 9 août 2024. Cette semaine se tenait la 50e semaine de l'action bénévole. Plusieurs organismes d'ici ont des activités pour rendre hommage aux bénévoles qui donnent de leur temps pour améliorer la qualité de vie des citoyens sur le territoire. Du côté du Halo, c'est ce jeudi 18 mai qu'a eu lieu un événement reconnaissance. Charles Laviolette était sur place. Voici un court extrait des prises de parole de Denis Bussière, président, et d'Isabelle Moffett, directrice générale. Dans l'implication bénévole, on en a toujours besoin. Puis qui est mieux placé qu'un bénévole qui apprécie pour trouver un autre bénévole? Alors si vous pouvez en parler à des gens que vous pensez qu'ils peuvent s'impliquer, bien, faites suivre le message pour qu'on puisse en avoir, parce qu'on en a toujours besoin. Ça s'appelle le projet Monarque. Le projet Monarque, c'est des menus travaux pour les aînés, pour favoriser le soutien à domicile et le maintien à domicile. Donc, on va avoir une flotte de bénévoles qui vont pouvoir aller aider ces gens-là à faire des petites choses. Exemple, installer un pôle à rideaux, sortir le set de patio. Des choses qu'ils ne sont pas capables de faire, mais que ça ne les empêche pas de demeurer à la maison. Les bénévoles de l'organisme s'occupent d'un service d'accompagnement vers les services médicaux. Ils aident également à compléter des déclarations d'impôts et aussi ils s'occupent de plusieurs activités du côté de la Licorne de Donnacona. D'ailleurs, du côté de la Licorne, de nouvelles conférences publiques ont été annoncées pour les prochaines semaines. La première se déroulera mercredi le 1er mai alors que la policière communautaire Jessica Ouellette apprendra aux participants comment éviter les stratagèmes utilisés par les fraudeurs. Cette conférence se tenant de 13h30 à 15h a pour but de renforcer, la vigilance des aînés vis-à-vis des tentatives de fraude. La seconde conférence se tiendra le jeudi 9 mai 2024 entre 13h30 et 15h pour informer la population quant à l'aide médicale à mourir. C'est le docteur Pierre Vien qui s'occupera de la conférence.
La table de concertation des aînés de Portneuf a obtenu 292 000 $ du gouvernement du Québec dans le programme Québec Amis des aînés. Ce montant servira au projet à la rencontre de 2 générations, la jeunesse et la sagesse. Pour en parler, je vais rejoindre à l'instant même Jacinthe Drolette, coordonnatrice, ainsi que Marie-Charles Nadeau, qui est de son côté une des chargées de projet de cela. Mon fil était pris dans ma chaise. Oui. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là et de parler de ce projet. Justement, parlons-en. À quoi ça consiste exactement à la rencontre de 2 générations, la jeunesse et la sagesse? Bien, le grand but de ce projet-là, c'est vraiment de ramener puis de créer des liens entre ces 2 générations-là, la jeunesse et la sagesse. Les plus expérimentés, souvent ce que je me plais à dire, parce que quand on a fait le lancement, l'idée est venue aussi de quand on a fait le lancement de la 2e saison de Mon histoire en héritage, on s'est aperçu vraiment une méconnaissance entre ces 2 générations-là et un grand, grand écart. La vie d'aujourd'hui fait en sorte que tout va vite, l'évolution fait en sorte que tout va vite. Mais c'est ça, il y a un manque de connaissances entre ces 2 générations-là et les 2 générations peuvent s'apporter toutes les 2 de grandes, grandes richesses puis de grandes informations. Alors, justement, comment on peut mettre en pratique, justement, cette idée-là de faire un lien entre ces 2 générations-là? On va créer des liens, on va créer par des activités. On va solliciter avec, justement, avec Marie-Charles et ainsi que Brigitte Goyette, l'autre chargée de projet, dans le cadre de ce beau projet-là. On va créer des activités intergénérationnelles. Fait qu'on va solliciter, on va contacter les municipalités, les écoles et tout et tout. Mais ça, je peux laisser Marie-Charles en parler davantage. Mais c'est ça, on veut vraiment aller à la rencontre de la communauté pour que les gens se rendent compte, en fait, de la présence des aînés, en fait, de montrer qu'ils existent. Oups, pardon. C'est comme ça, oui. Qu'ils existent. Puis aussi, c'est d'aller chercher là, la collaboration des jeunes pour les inviter aussi à prendre part à la société d'une autre façon peut-être que ce qu'ils le font déjà. Donc, à travers des actions bénévoles, mais aussi certains apprentissages. Donc, on pourrait jumeler ça avec des ateliers qui vont jumeler jeunes et aînés. Et si on regarde justement, on peut comprendre que ça s'adresse justement aux aînés et aux jeunes. Là. Et comment on va faire pour peut-être aller les chercher là, puis les embarquer? Au niveau des aînés? Oui, et aussi des jeunes. Au niveau des jeunes? Ouais. Bien, c'est ça. On va travailler davantage avec les écoles. On va travailler avec les maisons des jeunes. On va travailler avec les différents groupes qu'il y a sur le terrain. Mais il y a déjà des jeunes qui sont impliqués et qui nous laissent savoir qu'ils veulent faire autre chose ou qui veulent s'impliquer davantage puis créer des liens. Fait que, puis au niveau des aînés, c'est la même chose. Bien, on a aussi nos relayeurs, nos 18 relayeurs sur le territoire. Fait qu'on va solliciter leur contribution pour qu'ils nous aident justement à les rencontrer et avoir des participants aînés. Il y a les clubs sociaux aussi, le Cercle des fermières, les FADOC. Je pense que aussi la force, c'est que là, il y a des chargés de projet justement pour aller à la rencontre de ces gens-là. Fait que c'est un peu plus facile justement si on a des ressources qui travaillent à temps plein, à temps partiel, mais bref, tout combiné, là, ça va être vraiment plus aisé d'aller à la rencontre de ces gens-là puis d'aller les chercher. Là. Et au niveau des activités qui seront proposées éventuellement, est-ce qu'on a certains exemples de choses qui pourront être faites là, dans le cadre de ce projet-là? Oui, bien, on a déjà Mon histoire en héritage qui se poursuit. Ça rentre là-dedans. Ça rentre dans ça. On peut, justement, grâce à ce financement-là, on peut poursuivre les saisons de Mon histoire en héritage. On est rendu, on sont en train de tourner la saison 4. Ensuite, avec la collaboration de Solidarité citoyenne Portneuf et de la grande aide de Brigitte Goyette, justement, les ateliers de cuisine. Ils font présentement des ateliers dans 4 municipalités, Donnacona, Saint-Basile, Saint-Raymond et Portneuf. De la cuisine intergénérationnelle? Oui, puis on invite les aînés à y participer. Ce qui est cuisiné, c'est remis aux collations pour les enfants de l'école primaire. Il y a des soupes et des repas aussi qui sont cuisinés et c'est remis pour les frigos solidaires sur le territoire de Portneuf.
Mais par la suite, on veut également faire des cuisines intergénérationnelles. Fait que ça, si jamais il y a des aînés qui veulent partager leurs recettes familiales et inviter même les petits-enfants, mais on veut éventuellement là, mettre ça sur plan. Et les participants vont repartir avec une portion de ce qu'ils auront cuisiné. Donc justement, les bonnes recettes familiales vont continuer à faire du chemin. Oui, exact. Puis en même temps, on continue avec Marie-Josée Routier, on continue également là, les formations sur les tablettes Android et iPad pour les aînés également. Fait que, puis il va y avoir plein d'autres projets. Oui, c'est ça. Là, on est encore à l'étape de voir qu'est-ce qui est plus pertinent, quelle langue on choisit, parce que malgré tout, que ce soit de l'intergénérationnel, il y a quand même différents aspects qu'on peut choisir. Fait que là, on est à faire un bon travail d'équipe pour débroussailler tout ça, puis mettre en place là, des initiatives qui vont pouvoir perdurer aussi. Donc, c'est tout un beau travail qu'on est en train de faire. Donc, on veut faire quelque chose qui va durer dans le temps. On veut justement que les projets, les idées qui vont lever justement de ce programme-là puissent faire du chemin, là. Puis comme vous le dites, c'est difficile des fois de mobiliser les gens. Fait qu'il faut être bien préparé aussi pour faire ça, pour être sûr que les jeunes soient motivés, qu'ils continuent dans ces actions-là, puis les aînés aussi. Donc, c'est là qu'on travaille en ce moment. Et justement, Mme Drolet, vous avez parlé beaucoup de Mon Histoire en héritage. Ça, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est une émission où des jeunes posent des questions en fait aux aînés et ça fonctionne bien. Justement, vous avez une bonne collaboration autant des jeunes, mais je pense le Centre de service scolaire, je pense qu'il collabore également. Il collabore également. On a une excellente collaboration aussi avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf et les aînés aussi. C'est pas parce qu'on a cette idée ou qu'on veut poursuivre, mais si on n'a pas les jeunes ou si on n'a pas les aînés, on peut pas. Mais non, au contraire. Et chaque entrevue est montée par les jeunes. Ils posent les questions aux aînés et tout. Et c'est vraiment, chaque entrevue a une richesse là, vraiment très forte. Il n'y a pas si longtemps, je parlais justement avec Louis-Maxime Renaud qui s'occupe du Carrefour Emploi, en fait de cette portion-là. Et je me rappelle qu'il me disait que la saison 3, c'était surtout dans le coin de Saint-Basile et Saint-Léonard. Est-ce que les témoignages que vous allez rechercher, on a déjà commencé à trouver d'autres personnes dans d'autres régions ou est-ce que je m'avance trop? Ou, Bien, pour la saison 4, là, on reste dans le coin de Saint-Raymond, puis on est à discuter d'une autre éventuelle saison qui sera peut-être plus dans l'ouest cette fois-ci. Parfait. Donc, je ne poserai plus de questions à ce sujet-là dans ce cas-là. Madame Drolet, en général, pour la table de consultation des aînés, comment vont les activités ces temps-ci? Ça va très, très bien. On continue le déploiement de la gériatrie sociale. Notre navigatrice, Claudie Tremblay, offre des formations à chaque semaine sur les formations sentinelles, sur c'est quoi un vieillissement normal ou un vieillissement pathologique. Et je peux vous dire que dans Portneuf, on est rendu actuellement à 340 sentinelles. Ce que c'est quand la personne a suivi une formation, la formation c'est gratuit puis ça dure 3 heures. Ce que c'est, dans le fond, c'est que ça permet aux gens de dire « OK, ça c'est un signe d'un vieillissement pathologique. Peut-être que le monsieur qui est là, je pourrais peut-être aller lui demander, voir s'il aurait besoin d'aide ou un accompagnement, puis faire des alertes. » Fait que ça devient de la bienveillance envers nos citoyens aînés. Tu sais, dans Portneuf, il y a 13 300 aînés. Puis on est une population, comme partout, qui est vieillissante. Fait que si chacun a ces notions-là, bien, ça nous permet justement de faire de la bienveillance dans Portneuf. Ça nous permet également d'aider au niveau du système de santé sans que ça devienne des situations urgentes. Et nos 2 travailleurs de milieu bien, sont en grande collaboration avec Claudie, là, la navigatrice, et ils prennent les alertes et tout. Donc, vous en donnez encore des formations pour... Oui, on en donne encore. Oui, on en donne simplement à m'écrire ou à me contacter au 418-873-0059 ou à m'écrire par courriel à table-aînée avec un S portneuf@outlook.com. Jocelyne Drolette, Marie-Charles Nadeau, je vous remercie de vous être déplacés ce soir pour répondre à nos questions. Merci à vous. Et évidemment, si vous avez d'autres développements avec d'autres projets, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On va vous réinviter pour une autre entrevue. Avec grand plaisir. Assurément. On poursuit dans le bulletin Info-CJSR du côté du Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé qui a présenté aujourd'hui
sa programmation 2024. Premièrement, il va y avoir ce dimanche, en fait dimanche le 28 avril à 14h, un concert bénéfice. Voici le co-directeur artistique, M. Benoît Plourdre, à ce sujet. On va y présenter Marika Sokolouk, qui va venir chanter, et Manon Chénard, qui est bien connue ici, qui sera au piano. Et elles vont nous faire un récital. Je suis sûr que ça va plaire beaucoup. Alors, il va y avoir du Jean-Pierre Ferland, du Francis Cabrel, Edith Piaf, Gilberto. Ça va être un beau concert bénéfice. Suivre les 4 dimanches, comme à d'habitude, du mois d'août. On va commencer par la co-directrice artistique. Cette année, le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé accueille Émilie Cabot au sein de la direction artistique. Et c'est d'ailleurs elle qui va débuter les dimanches en musique le 2024, le 4 août prochain, au piano. Voici justement à nouveau M. Plourdre. Émilie a remporté plusieurs prix. Elle a étudié à l'Université Laval. Elle est organiste ici. Et depuis 2018, elle enseigne le piano à l'école de musique de Niarka des Chambeaux, ainsi qu'à Neuville, depuis l'automne 2013. Musiques ont lieu tous les dimanches du mois d'août à 14h à l'église de Cap-Santé avec une entrée libre, mais aussi des contributions volontaires. Voici pour une dernière fois Benoît Plourdre pour le reste de la programmation. 11 août, on invite Karine Bélanger, tubiste, et Nathalie Lépine, pianiste. On n'entend pas souvent des concerts d'instruments à vent, pas souvent des concerts de cuivre. Alors, le tuba, c'est un instrument assez volumineux, assez saisissant, et ça peut jouer comme des abeilles, un tuba. Hein? Ça peut être très agile et c'est très surprenant. Suivent Dominique Gagné et Marie-Hélène Greffard. Dominique Gagné est ténor et Marie-Hélène Greffard, pianiste et organiste. Ils viennent le 18 août et ils vont faire un programme. Dominique Gagné, pour vous le présenter, a chanté avec l'Orchestre symphonique de Québec, l'Opéra de Québec, Studio de musique ancienne de Montréal, Les Idées heureuses, l'Opéra de Rimouski, et nommez-en. Puis il s'est produit aussi en France et en Allemagne, sous la direction de Jean-Claude Malvoire, qui est justement une gloire. Le 25 août avec Jean-Michel Dubé, piano, que j'ai vraiment pas besoin de présenter, qui est une gloire locale, et qui va venir jouer avec Dominique Beauséjour, un violoncelliste. Ils vont faire un concert qu'ils appellent aux 2 hémisphères. Violoncelle, piano, un concert accessible avec des belles pièces de musique post-romantique, Rachmaninoff, Fauré, du tango, en Piazzolla. Au retour de la pause, on parle du pied de biche, levier créatif de la Maison Plamondon. Restez des nôtres. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Ouh, mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel? Je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget, réel, crédit, ça s'apprend. Ben, moi, je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt.
Le Pied de biche levier créatif sera tenu à nouveau pour une seconde année par la Maison Plamondon. Elle s'adresse aux jeunes artistes de la région de Port-Neuf qui désirent améliorer leur pratique artistique. Charles Laviolette s'est entretenu avec Sarah Michel et Gabriel Piché de la Maison Plamondon. Voici son reportage. Pied de biche levier créatif, une initiative qui vise à développer les compétences artistiques de la jeunesse portneuvoise, vient tout juste d'annoncer les 2 lauréats pour l'édition 2024. Danick Julien, chef d'antenne à CJSR, recevra du soutien de mentors dans le développement de son projet musical. Loussika Mingui, quant à elle, pourra profiter de l'assistance de mentors dans le développement de son projet cinématographique. Le levier créatif a bénéficié cette année ainsi que l'an passé du soutien du Conseil des arts et lettres du Québec. On tente actuellement de pérenniser ces sources de financement. Nous avons rencontré Sarah Michel, coordonnatrice de Pied de biche, qui nous a présenté les nouveaux mentorés. Cette année, encore une fois, c'est 2 projets un peu dans le même créneau, c'est-à-dire qu'il y a un projet cinématographique. C'est une jeune qui s'appelle Loussika Mingui, qui va obtenir finalement le mentorat cet été. Elle, c'est un projet dans lequel elle veut faire un long métrage avec des jeunes de la région. On a toujours aussi le thème du territoire, en fait, de la région, là, qui est un peu sous-latent dans ce projet-là. Là, on veut que les gens nous parlent de la région de Port-Neuf. Et le deuxième gagnant, le deuxième lauréat, c'est Danick Julien. Lui, il va enregistrer une pièce musicale. Mais en plus d'enregistrer sa pièce musicale, on lui propose de faire affaire avec différents mentors qu'on va lui suggérer, de faire des ateliers d'écriture en amont, de rencontrer quelques musiciens pour qu'à l'issue de tout ça, il décide si c'est la première pièce qu'il nous a présentée qu'il va enregistrer, ou 2, ou une autre, ou dans le fond, lui, il avait le souhait de faire une chanson qu'il avait déjà écrite, qu'il avait déjà composée. Le projet Pied de biche, ça fait déjà 1 an que ça existe. Dans le fond, c'est la 2e édition cette année. Première année, c'était Devin Rioux, Marek Langlois et Gabriel Quimper qui avaient obtenu les 2 projets. À la base, Pied de biche, dans le fond, c'est un projet de mentorat pour les jeunes. Ils nous proposent des projets artistiques. Il y a eu une sélection, là, on a fait un appel de candidature. Puis avec un répertoire de mentors qu'on a fait à travers toute la région de Port-Neuf, nous, on guide ces jeunes-là pour qu'ils soient mentorés dans leur projet du début à la fin, c'est-à-dire que de l'idéation, la conception, jusqu'à la diffusion d'un projet. Au départ, ce projet-là était un projet sur 2 ans, c'est-à-dire que c'était un financement là, du calque qu'on a eu pour l'étaler sur 2 ans. Puis donc, c'est notre 2e année cette année. Puis elle vient de déposer au calque pour essayer que ce projet-là soit pérenne puis se poursuive là, dans les prochaines années. Gabriel Piché, la nouvelle directrice générale de la Maison Plamondon, nous explique de quelle façon Pied de biche levier créatif s'inscrit dans la mission de la Maison Plamondon. Le levier créatif, sa raison d'être, justement, c'est une porte vers différentes pratiques artistiques. La raison d'être première, c'est de garder, maintenir et développer la fibre artistique chez les jeunes. C'est important que cette culture-là, les arts vivent en région parce que justement, c'est pas juste à Montréal ou à Québec que ça doit se passer. C'est vraiment partout et ça va passer avec les jeunes aussi si on leur donne pas cette possibilité-là de se développer. Ils vont partir. La Maison Plamondon, c'est le lieu de tous les possibles en termes de déploiement artistique. On est un diffuseur et un producteur de contenu culturel, que ce soit à travers les différentes expositions mettant en valeur le patrimoine, l'histoire et les arts de la région de Port-Neuf et de Saint-Raymond. Mais aussi à travers l'atelier d'écriture de chansons, le programme Pied de biche aussi. Pied de biche, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme pluridisciplinaire. C'est ce qui donne un souffle, si on veut, au projet de la jeunesse raymondoise et du Grand Comté de Port-Neuf. Pour amener les jeunes vers les arts et la culture, c'est qu'il faut leur offrir aussi. Il faut qu'il existe une offre culturelle et artistique intéressante qui vienne les chercher, les stimuler. Puis c'est à travers les différents lieux de diffusion de la région que ça se passe aussi, qu'on pense au centre multifonctionnel,
que ce soit aussi au cinéma Alouette, avec sa proposition cinématographique, ou ici, la Maison Plamondon. Mais c'est vraiment dans l'offre, je crois, et la pluridisciplinarité aussi. Tu sais, pas nécessairement juste de se camper dans une discipline, mais justement d'ouvrir ses portes à toutes les manifestations artistiques et culturelles. Comme ça, les jeunes entrent en contact avec les différents médiums qui existent, que ce soit, par exemple, la sculpture, la littérature. Quand on a de ces œuvres d'art vivants, comme à l'extérieur, ce que Mme Riverain a fait pour l'œuvre d'Agnès à l'extérieur, je veux dire, elle l'a fait pour la maison, puis quand les gens passent devant la maison, tu sais, ils ont accès à cette magnifique œuvre-là. C'est ça, tu sais, elle vit de différentes manières. Il ne faut pas la camper, là. Il ne faut pas voir ça comme étant que pour l'élite. Moi, je me rends compte en étant à Saint-Raymond que les gens accordent une importance à tout ce qui est art et culture. Je trouve ça intéressant, en fait, ce qui se passe au niveau de la ville, les différentes initiatives. Parlons maintenant de l'improvisation Portneuf-Alouette qui tombera en demi-finale le 22 avril, donc lundi prochain, alors que les équipes bleues et vertes s'affronteront pour cette demi-finale. Le 29 avril, ensuite, ce sera le gagnant de ce match-là qui affrontera l'équipe jaune. Évidemment, c'est gratuit au cinéma Alouette. C'est une collaboration également là, avec CJSR qui fait la captation de ces émissions-là. Ensuite, c'est rediffusé directement là, sur nos ondes la semaine suivante. Vous pouvez aller voir gratuitement les matchs. C'est maintenant dans la grande salle du cinéma Alouette pour pouvoir accueillir tous les spectateurs. Et en parlant justement de ça, de l'improvisation, le cinéma Alouette de Saint-Raymond organise un événement spécial le 13 mai prochain en collaboration avec la Ligue, c'est-à-dire un match d'improvisation avec 2 joueurs invités de la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. Donc, bien souvent, c'est des comédiens bien connus, des Québécois qui sont là. Ces 2 joueurs joueront avec les improvisateurs portneuvois pour 2 périodes de 45 minutes. La première artiste, c'est Salomé Corbeau, que vous voyez à gauche. Pour un résumé que l'on trouve sur le site web de la LNI, on voit que depuis sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, Salomé demeure un visage familier de télévision, de par son personnage de Caroline dans Unité 9, ou aussi à celui de Dilly Bacon dans Aïe Aïe, rôle pour lequel elle a aussi été nommée aux Gémeaux dans la catégorie meilleure interprétation premier rôle, émission ou série jeunesse. Outre ses participations aux séries Toute la vérité, Les états humains, 30 vies, Unité 9 ou encore Rupture, elle est de la distribution de la populaire série jeunesse de Télé-Québec, Les Mutants. Le second artiste est Mathieu Lepage, à droite. À la télévision, vous l'avez peut-être reconnu dans l'émission 5e rang, Haute démolition, Dans ma tête, 82 jours, Contre-off, Toute la vie, District 31, Les beaux malaises et Marche à l'ombre. Sur le web, il jouait aussi dans plusieurs projets, dont Les chums de ma mère. Le chum de ma mère est un extraterrestre. Au cinéma, Mathieu incarne M. Gavel dans Pieds nus dans l'aube de Francis Leclerc, ainsi que dans Willy, dans Géry d'Alain Desrochers. Donc, voilà pour ça. CJSR désire aussi vous informer d'un nouveau service qui s'offre à tous les Portneuvois pour être mis au courant davantage au niveau de l'information de Portneuf. En effet, à partir de maintenant, une infolettre est disponible pour tous et c'est accessible directement sur les réseaux de CJSR, comme le site web, par exemple, cjsrtv.com. Chaque vendredi qui suivent les infos CJSR, l'infolettre est envoyée pour faire un résumé de l'actualité portneuvoise de la semaine. Cette infolettre est mise en place par mon collègue Aubert Tremblay. C'est ce qui complète le bulletin d'information CJSR. Merci à toute l'équipe, soit Charles, Aubert, Luc, Arthur et Carole, également Cédric qui était des nôtres ce soir. On se laisse avec des images de l'éclipse de la semaine passée qui avait été prise par Philippe Papillon. Voici ces images.